De retour dans Plus belle ma Sarthe, et cette fois c'est la troisième et dernière émission de cette partie consacrée à Brett-les-Pins. On reçoit Sébastien Frelon, qui est un sabolien et aventurier, on va dire, puisque vous êtes là ce soir pour nous parler d'un livre paru il y a quelques semaines, quelques mois, sur votre aventure, votre expédition en Guyane en 2022. C'est bien ça ? Tout à fait. Bonsoir Bruno, sabolien, effectivement de naissance. Et donc parti en Guyane au mois d'août 2022 sur 30 jours. Mais qu'est-ce qui a motivé déjà cette idée de partir en Guyane comme ça à l'aventure? Alors la genèse du projet, c'est Thomas, un ami de Sablé, donc, qui a en fait mobilisé son réseau d'amis pour organiser cette expédition. Lui-même est déjà allé dans la jungle en 2008 et en 2013. Et donc l'objectif, c'était le lac Matécho, qui est un lac assez mal cartographié aujourd'hui en Guyane, qui se situe à peu près 70 km de Saül, qui est un tout petit village au cœur de la Guyane, dans la forêt amazonienne. Et donc, il nous a motivés à nous regrouper. On est parti à 9 pendant 30 jours. Mais vous, qu'est-ce qui est le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet? Parce que vous n'étiez jamais allé, bon, l'Amérique du Sud peut-être, mais la Guyane à côté du Brésil, c'est quand même un endroit un peu hostile, on va dire. Donc, jamais l'Amérique du Sud, déjà, pour ma part. Et puis, effectivement, ce qui m'a motivé, c'était le côté challenge, d'être en autonomie, en mode un petit peu survie dans la jungle, et puis de partager ça collectivement avec des personnes que je ne connaissais pas, puisque Thomas mobilisait des gens de son réseau, mais entre nous, entre les 8 autres participants, on ne se connaissait pas du tout. Alors, donc, Thomas est sartois? Thomas est sartois. Sabolien aussi? Tout à fait, sabolien, que je salue. Et lui, c'est aussi un aventurier? Je crois qu'il avait déjà quelques aventures à son en fait, il a déjà fait quelques immersions en Guyane, en forêt guyanaise, en 2008 et en 2013. Et là, c'était la première fois où il organisait vraiment de A à Z l'expédition. Donc nous, on était tous novices, à part lui. Et il nous a briefé sur qu'emmener, préparer les rations alimentaires, puisqu'on était en autonomie, toute la question de matériel, et puis les principes de cartographie un peu basiques pour essayer d'atteindre le but qui était le lac Matécho. Alors donc, Sébastien, rendez-vous, c'était août 2022, c'est ça, le grand départ, on va dire? Tout à fait, ouais. Oui. La période où, bon, il fait toujours plus de 40 degrés, peu ou prou, mais bon, vous êtes arrivé dans aussi une zone assez chaude, on va dire. Là, on est plutôt bien tombé, puisqu'en fait, on était entre la transition entre la période des pluies et la période sèche, ce qui a permis d'avoir, en fait, déjà, on était un petit peu sauvés par rapport aux moustiques, puisque à cette période-là, ils ne sont pas encore trop voraces. Et puis, on a évité les zones d'inondation, c'est-à-dire que on pouvait relativement bien marcher sur les zones marécageuses qui étaient en train de s'assécher un petit peu. Ça veut dire que vous étiez en totale autonomie? Vous aviez emporté nourriture, de l'eau aussi peut-être? À moins qu'il y ait des points de ravitaillement peut-être, non? Non, l'eau c'était un vrai sujet, mais l'eau c'était dans la partie où on était de la Guyane, donc à côté de Saül, on a des bras d'eau qui sont très très étroits. Et en fait, la particularité, c'est que l'eau est directement potable, donc on peut s'y baigner et en même temps ingurgiter l'eau sans aucun problème gastrique. Donc là, c'était un premier bon point. Et puis, effectivement, en autonomie, on avait un sac de 30 kg sur le dos, chacun. Ah oui. Donc moi, j'en faisais 62 à l'époque. Enfin, j'en fais toujours 62, mais c'était la moitié de mon poids, donc évidemment pas simple à porter. Ouais. Et on avait effectivement tout le matériel et surtout toute l'alimentation, pois cassés, lentilles, pâtes, riz, qu'on faisait chauffer le soir et qu'on mangeait de manière commune. Dans ce contexte-là, j'imagine qu'on ne couche pas sous la tente, quoi. Il n'y a rien par terre, c'est peut-être des hamacs ou... Tout à fait. Donc là, on dort dans des hamacs pour éviter le contact au sol. On met une bâche au sol pour mettre son matériel et voir où on met les pieds quand on se lève le matin, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'araignées, de scorpions qui pullulent un peu partout sur le sol. Ouais. Donc effectivement, pas de contact avec le sol la nuit. Et on dort très bien. Ah oui? Ouais, franchement. Et si d'aventure, vous avez évoqué des araignées, enfin peut-être des serpents, vous avez croisé aussi des reptiles un peu hostiles, on va dire. Comment ça s'est passé? Vous n'avez pas eu trop les chocottes, comme on dit? On a croisé beaucoup de serpents, d'araignées, de scorpions. C'était vraiment les trois types. Et quelle était l'attitude à avoir? Qu'est-ce que le guide vous conseillait justement dans ces moments-là? C'était Honnêtement, il nous a rassurés dès le début en disant que de toute manière, c'était plutôt l'animal qui avait peur de nous, avant que nous, on ait une crainte envers lui. Donc on a vu les animaux, mais dès qu'on se pose et qu'on les observe, en général, eux-mêmes prennent la fuite. Donc on n'a pas eu de soucis par rapport aux animaux, à part les guêpes, ce qu'on appelle là-bas les mouches à feu, où il y a des nids qui sont un peu posés partout dans la forêt. Quand on vient à la machette, malencontreusement faire tomber un nid ou secouer un arbre sur lequel il y a une population d'abeilles, on peut se faire... piquer. On s'est tous fait piquer à peu près par rapport aux mouches à feu. On a croisé peu de mammifères parce qu'on était
un groupe de 9 un peu bruyant. Ouais, pas d'animaux imposants, quoi. Pas d'animaux imposants, non, non. On a vu beaucoup de traces. On a vu des traces de jaguar, par exemple. Ah oui. Mais on ne l'a jamais vu. Lui, il nous a certainement observé, mais on n'a jamais pu le voir. Et en cas de blessure, c'est le guide qui pouvait prodiguer les premiers soins. Voilà, on avait une pharmacie avec le minimum vital. On n'a eu qu'une expérience malheureuse, c'était par rapport à un coup de machette, puisque c'était quelqu'un qui s'est auto-mis un coup de machette dans le bras, avec la fatigue, avec les mouvements répétitifs. Mais sinon, on n'a pas eu de gros soucis majeurs. L'orientation se faisait comment à la boussole? Parce que là, il n'y a pas de question de téléphone portable. Il n'y a peut-être pas de réseau d'ailleurs, si, peut-être quand même, en cas de secours, en cas de problème majeur, peut-être pour alerter les... Évidemment, pas de réseau. On avait juste un outil qui s'appelle l'InReach, qui est un GPS par satellite. Donc on essayait de l'utiliser une fois par jour le soir pour se repérer, voir ce qu'on avait fait. Mais sinon, effectivement, avant, c'était la journée, c'est vraiment boussole et à la carte. Ouais, comme le petit poussé, vous semiez aussi, pas des cailloux, mais des traces pour le chemin retour? Tout à fait, tout à fait. On a mis quasiment 17 jours pour aller jusqu'au lac. Et en fait, ensuite, quand on marche, on layonne, c'est-à-dire qu'on vient casser des petites brindilles de temps en temps pour tracer un chemin, donc qui est déjà aussi tracé à la machette. Et sur le retour, on a mis 5 jours à rentrer, alors qu'on en a mis 17 pour y aller. Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que la température, c'est un climat très humide là-bas. Ouais. Il n'y avait pas de moustiques, parce que ça aussi, c'est pas grand-chose, mais c'est un véritable ennemi quand on essaie de récupérer, parce que les nuits devaient être courtes aussi, quand on n'est pas habitué à vivre dans un tel climat. Alors honnêtement, le soir, on était tellement fatigués que lorsqu'on avait mangé après 20h, donc déjà il faisait nuit à 19h, à 20h, on allait au lit, et on se levait vers 5h du matin, vraiment à la levée du jour. Donc on dormait plutôt assez bien. Pour les moustiques, on a été plutôt épargnés, sauf que, bon, petite anecdote, certains sont rentrés avec, alors moi c'était pas le cas, mais 4 sur 9 ont eu ce qu'on appelle des vers macaques. Donc un ver macaque, c'est une mouche qui pond sur l'abdomen d'un moustique. Le moustique vous pique, inocule un œuf ou une larve dans votre peau, et 1 mois à 3 mois après, vous avez une larve qui sort de votre... Donc là, dans le cas précis, il y avait un bras, une épaule, et puis dans le dos, je crois, et puis dans la poitrine. Donc ça, c'est inoculé par le moustique, involontairement, mais c'était plutôt curieux de revenir chez soi et d'avoir ce ver qui vit sous vous, en fait, et puis à un moment donné, qui sort et qui meurt parce qu'il n'est pas dans les conditions propices. Ouais. Alors là, au bout d'1 mois, vous avez atteint votre objectif, même moins, parce qu'il fallut faire le chemin retour. Voilà. C'était le défi, c'était le pari, comme d'autres aussi. Alors comment ça se passe? Il y en a qui ont planté leur drapeau, il y en a... Comment on témoigne un peu de son passage ou de la réussite de son exploit? Alors nous, effectivement, on a réussi à atteindre le lac. Le petit objectif que l'on avait, c'était en fait de prendre des GPS qu'on avait avec nous, on n'avait pas touché pendant le trajet puisqu'on n'avait pas de réseau. On a juste marché autour du lac par équipe de 2 pour en fait reprendre ces coordonnées GPS plus précises et les donner aux autorités du parc, puisque c'est un lac assez peu connu. Donc on n'a pas planté de véritable drapeau. Ouais. Ce qu'on a ramené, c'est finalement le tracé GPS du contour du lac. Au-delà de l'expédition, de l'exploit sportif aussi, on va dire, vous en gardez le souvenir d'une belle aventure humaine. C'est ce qui prône avant tout, puisque vous disiez tout à l'heure, les gens, vous ne les connaissiez pas avant de partir. Tout à fait. On vit en huis clos pendant 30 jours avec des personnes que l'on ne connaît pas. Donc ce qui en ressort, c'est aussi une aventure riche humainement. Plein de souvenirs en tête, à la fois sur des sensations auditives, parce qu'il y a beaucoup de sons qu'on ne connaît pas. Et puis visuellement, on en prend plein la vue. Ouais. Dernière question, c'est le genre de choses que vous pourriez rééditer demain, en Guyane ou ailleurs, mais dans des conditions un peu extrêmes? Alors, pourquoi pas, peut-être pas en Guyane, effectivement, ailleurs, dans d'autres forêts, peut-être en Malaisie, en Afrique, et éventuellement, pourquoi pas. Mais la Guyane, je pense que de l'avoir fait une fois, c'était hyper riche et hyper intéressant. Il y a tellement d'autres choses à voir que ce serait dommage de ne pas en profiter. Merci Sébastien. Donc ce livre, on peut se le procurer à Sablé, à la librairie, je suppose? On peut se le procurer à la librairie de Sablé-sur-Sarthe, et j'en profite pour annoncer donc une séance dédicace samedi prochain qui arrive de 15h à 18h30 à l'Ancre des mots, Sablé-sur-Sarthe, rue Carnot. Et ben voilà. Merci, à bientôt. Merci Bruno. Et bon vent. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette émission de Plus belle ma Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine du côté d'Ivray-l'Évêque. Bonne fin de soirée. Merci.